Les entreprises de taille intermédiaire, mythes et réalités, numéro 244 de la Revue française de gestion. Karim Messeguem, professeur à l'Université de Montpellier, Didier Chabot, professeur à l'Université d'Avignon. Bonjour. Vous êtes les coordinateurs de ce numéro consacré aux ETI. D'où vient ce numéro? Pourquoi un numéro sur les ETI? Alors, pourquoi un numéro sur les ETI? Tout simplement parce qu'il y a un enjeu énorme. En gros, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire des entreprises qui vont de 250 à 5000 salariés, c'est à peu près 3 millions d'emplois en France. Et on s'est rendu compte qu'on en a 3 fois moins en France qu'en Allemagne. Donc, il y a un enjeu, l'un des auteurs de ce numéro, l'un des articles de ce numéro chiffre cet enjeu à 1 million d'emplois. Donc, on se dit bien évidemment, du coup, les ETI, c'est un enjeu. Et en fait, lorsque nous avons commencé la réflexion avec Karim Messeguem sur ce numéro, on était parti d'une chose très simple. Les entreprises de taille intermédiaire, c'est la reconnaissance récente de phénomènes anciens. Elles ont été créées par la loi de modernisation de l'économie de 2008. Donc, ça a 7 ans. Et on se disait finalement, est-ce que les sciences de gestion peuvent se permettre de ne pas traiter d'un enjeu majeur, alors que toutes les politiques publiques prennent conscience depuis quelques années qu'il y a des enjeux énormes en termes de création d'emplois, en termes de dynamique territoriale autour de ces formes d'entreprise. Bien sûr. Est-ce qu'elles peuvent se le permettre? La réponse est non. C'est pour ça que vous avez lancé cet appel. Et donc, dans cet appel, vous nous proposez la découverte de ce nouvel objet de recherche qui, au fond, est très ancien. Tout à fait. Donc, qu'apprend-on alors dans ce numéro? Alors, on retrouve des idées qui avaient déjà été développées finalement autour de la moyenne entreprise. Oui. Et Yvon Gattaz était parti d'ailleurs de cette question de la moyenne entreprise en se rendant compte finalement qu'il y avait un no man's land entre la PME et la grande entreprise, avec des problématiques qui sont particulières, qui ne sont pas tout à fait celles de la PME, pas forcément encore celles de la grande entreprise. Et il y avait besoin d'une vraie terminologie, donc ça a été le point de départ. Et progressivement, finalement, les sciences de gestion ont été amenées à questionner cet objet sous différents angles. Alors on pourrait prendre plusieurs disciplines des sciences de gestion, la finance avec la question de gouvernance, gouvernance patrimoniale, gouvernance cognitive dans ce type d'organisation, la stratégie bien sûr, à travers des questions en lien avec la croissance, comment finalement on est capable de faire émerger une ambition de grandir dans ces entreprises, comment le strategic intent, l'intention stratégique naît et fait émerger des trajectoires de croissance, mais on pourrait multiplier les connexions avec d'autres disciplines. On peut penser aux approches marché en marketing ou encore aux problématiques liées à la gestion des ressources humaines. Et dans le numéro d'ailleurs, nous avons la question des talents. Comment les ETI parviennent à générer, à accompagner et à dynamiser des talents pour construire leur stratégie de croissance. Donc on voit que finalement, c'est un thème de prédilection, l'ETI pour les sciences de gestion. Alors on peut regretter, et ça a été notre constat, et ça a été notre incitation à générer ce numéro spécial, c'est que finalement, il n'y ait pas d'équipe dédiée en France encore à cette problématique. Donc on a des chercheurs un peu isolés, et l'objectif était aussi de pouvoir créer une communauté de chercheurs sur cette thématique, et c'est bien la vocation de la Revue française de gestion de créer ces réseaux de chercheurs. Les conditions de ces communautés, avec cette intention stratégique de précipiter des questions aussi et un regard nouveau sur, ici sur les ETI, mais vous avez évoqué sur le chômage, il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux, et les dimensions qui apparaissent clés dans les différentes contributions sont des dimensions de gestion. Tout à fait. On est vraiment sur la prise de conscience que finalement ces entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises qui ont cru, qui se développent, qui sont caractérisées finalement par des business models qui vont être parfois invariants. On va retrouver un certain nombre de points communs, par exemple toute la dimension du rapport à l'international, de la relation client intime, également l'accent sur la gestion des ressources humaines. Et donc on va retrouver effectivement des éléments importants dans les business models, dans les modes de management, dans les modes de gouvernance, avec finalement des entreprises familiales très souvent, qui vont du coup avoir un ancrage local beaucoup plus fort. Et ce qui était intéressant, c'était justement de voir finalement comment ces entreprises se différencient par rapport à des grands groupes multinationaux cotés, avec un actionnariat beaucoup plus diffus. Et donc là, c'était vraiment l'un des types de résultats qui est ressorti de ce numéro. Alors, parmi les nombreuses originalités de ce numéro, il y a un entretien avec Mohamed Altrad,
Et donc, qu'apprend-on de cet entretien? Que nous confie Mohamed Altrad, Karim Alors, Messeghem? Mohamed Altrad, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un bédouin syrien qui arrive en France, qui fait des études, un doctorat, donc brillant, une carrière dans le domaine des télécoms et de l'armement, puis une aventure dans l'univers du pétrole. Il génère une fortune et a l'opportunité de racheter à Florensac, près de Montpellier, une PME en difficulté sur un marché hyper spécialisé qui est celui de l'échafaudage. Et en 30 ans, il fait émerger un acteur mondial de l'échafaudage. Et ce qui est intéressant, et c'est un trait majeur, c'est que souvent ces ETI ont privilégié cette stratégie de focus, cette stratégie de focalisation en restant l'expert d'un domaine, d'un secteur, en essayant bien sûr de faire émerger de nouvelles activités, mais toujours avec un fil conducteur. Et on retrouve cette idée-là. Et autre idée importante, c'est la question de la volonté. J'ai évoqué la question de l'ambition, mais on retrouve dans les propos même de Mohamed Altrad cette volonté quelque part de tout casser. Il a 25 ans, 30 ans, et il a envie de conquérir le monde. Et l'entreprise et la PME puis l'ETI a été un moyen d'expression. Et donc souvent on retrouve des personnalités avec un engagement, une force, une capacité aussi à fédérer et une capacité à évoluer. On est au départ sur une entreprise familiale, puis une entreprise qui va s'ouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que le capital va évoluer aussi. Et souvent, c'est l'une des conditions de la croissance, faire évoluer son capital, mais aussi s'entourer d'expertise. Notamment, la BPI apporte un regard différent sur ces pratiques. Il a fait le choix d'un conseil d'administration dans lequel le groupe est minoritaire, donc 3 représentants du groupe Altrad et une dizaine d'administrateurs externes, ce qui lui permet de pouvoir challenger ces projets. Donc il est dans le regard, dans l'extériorité. Autre trait très intéressant, c'est sa capacité à la fois à concilier autonomie-contrôle. Alors c'est des problématiques qu'on retrouve en sciences de gestion, mais il a construit sa croissance par des rachats de filiales, toujours dans les mêmes secteurs, des PME, et en étant garant finalement du maintien des équipes sur place. Donc on va avoir l'Allemagne, la Turquie, l'Espagne, le Portugal, et chaque fois avec des équipes locales qui ont une forme d'autonomie dans leur pilotage, mais avec des formes de contrôle, c'est que le financement passe par le groupe. C'est-à-dire que le banquier de la filiale reste Mohamed Altrad, avec un suivi de la trésorerie au quotidien. Donc il manie à la fois ce contrôle et cette autonomie, et ce qui permet d'avoir un groupe constitué finalement de PME avec un fort potentiel entrepreneurial. Et c'est ce qui est sans doute un des facteurs de succès de ces entreprises, c'est de maintenir une âme entrepreneuriale tout en poursuivant une stratégie de croissance. Absolument. En préparant cette interview, tous les deux, vous m'avez confié, c'est le moment. Il faut y aller, il faut s'intéresser aux ETI, il faut s'intéresser à ce qui fait qu'on devient une ETI et il faut partir à la conquête du monde. C'est ça? C'est le moment. On a une fenêtre stratégique idéale pour générer, pour favoriser, pour accompagner. Il y a une vraie volonté de diffuser une culture entrepreneuriale. Alors c'est sûr que ça concerne bien sûr les entreprises en phase d'émergence, mais on voit qu'il y a un discours aussi tourné vers la croissance, vers l'ambition de grandir. Et ce qui fait générer auprès des décideurs, des créateurs, des dirigeants, de nouvelles ambitions. Au-delà, on a des conditions. Le crédit impôt recherche, qui est aussi un outil intéressant pour favoriser de l'innovation dans les PME. On a un contexte international aussi qui est propice au développement pour un certain nombre de ces entreprises. Mais c'est vrai qu'il faut donner de l'oxygène en matière de fiscalité, par exemple, mais aussi en matière d'accompagnement, avec des formes d'accompagnement adaptées à ces organisations qui ont déjà un vécu, qui ont déjà une expérience et qui ont besoin de nouveaux outils et d'autres approches en termes d'accompagnement. Et donc ça amène finalement le décideur politique aussi à devoir repenser ces pratiques d'accompagnement des PME. Les mentalités doivent évoluer au niveau des politiques, au niveau des professionnels aussi, parce qu'il faut avoir cette volonté étroite, et au niveau des chercheurs. Quelle perspective ouvre finalement ce numéro en termes de recherche? D'abord, la perspective de s'y intéresser davantage. Tout à fait. Ça je crois, c'était vraiment le premier objectif, et déjà de susciter effectivement des recherches et le fait que l'on s'empare finalement de ce thème d'un point de vue académique, d'un point de vue analytique. Ouais. Et donc ça, c'était effectivement un premier élément, et je trouve que la Revue française de gestion, pour ça, contribue à ça, finalement à fédérer des efforts, des énergies, à susciter des énergies.
Et puis après, on voit qu'on ouvre sur un ensemble de thématiques, parce qu'il va falloir creuser toute cette question finalement des déterminants. Comment on va aider les dirigeants, comment on va les accompagner, comment on va cultiver cette ambition ou cette culture entrepreneuriale. On sent bien là, alors là ça nous interpelle en tant que chercheurs et qu'enseignants, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la culture entrepreneuriale dans nos établissements, et je pense le fait que le gouvernement ait lancé une réflexion sur des pôles entrepreneuriat étudiants, des pépites, ça permet d'aller dans ce sens-là. Mais après aussi, c'est tout un ensemble de réflexions sur finalement quel mode de gouvernance, comment aider à la croissance des entreprises, et finalement quels outils mettre en place, comment former les dirigeants. Et donc là, pour le coup, à la fois, on a des terrains de recherche, mais on a aussi des terrains d'enseignement et puis surtout, je pense, des opportunités de collaboration, parce qu'on sent bien que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les dirigeants d'entreprise ou les universitaires, il faut qu'on se mette autour de la table pour justement travailler ensemble et puis développer finalement l'accompagnement de ces ETI et de ces entrepreneurs. ETI, au-delà des chiffres, une ambition, c'est le titre de votre interview de Moed Altrad. Les entreprises de taille intermédiaire, mythes et réalités. Merci beaucoup de votre venue pour avoir présenté ce numéro important. Merci beaucoup Jean-Philippe.